Et c'est l'édito politique. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha, et votre enquête consacrée de Marianne à l'immobilier cette semaine, c'est intéressant, mais vous n'allez pas faire comme les autres journaux. Non, justement, en fait, quand Marianne se penche sur l'immobilier, c'est pas pour expliquer aux rentiers où est-ce qu'il faut investir. En fait, on a voulu se pencher sur le sujet parce qu'il est crucial et parce que c'est un paradoxe. Alors que les Français consacrent un tiers de leurs revenus à leur logement, ils s'en plaignent jamais des injustices flagrantes dans ce domaine-là, alors qu'à Berlin, où les loyers sont bien inférieurs à Paris, il y a des manifestations quand il y a une hausse. En fait, alors nous, on a fait le classement des villes qui ne veulent pas de vous. Enfin, de nous tous, quoi. Ouais. Les villes qui ne veulent pas des classes moyennes et populaires, qui ne veulent même pas des cadres. Pour comprendre ce qui se joue, on a demandé aux courtiers en immobilier Meilleur Taux de nous calculer le revenu nécessaire pour acheter 100 mètres carrés dans une cinquantaine de villes en 2000. Ouais. Et quelle surface vous pouvez acheter avec le même revenu en 2020. Et bien, à Lyon ou à Marseille, par exemple, pour le même revenu, vous pouvez plus vous payer que 44 ou 48 mètres carrés. À Villeurbanne même, vous pouvez plus vous payer que 53 mètres carrés. Et même à Angers, on est passé à 89 mètres carrés. Et à côté de ça, il y a des endroits où les prix ont baissé, comme à Poitiers, à Besançon. Ils se sont effondrés au Mans, par exemple. Et comment on explique ces mouvements, Natacha ? Eh ben, le prix de l'immobilier reflète les inégalités économiques qui se sont creusées ces dernières années. L'emploi, la richesse se sont concentrés dans les métropoles, qui ont donc attiré les gens. Les prix ont flambé et désormais, ce sont certaines villes intermédiaires où les habitants des métropoles espèrent télétravailler. Alors le plus drôle dans notre enquête, c'est quand même qu'on a comparé l'évolution des prix et l'évolution du vote au municipal. Eh ben, les villes où les prix ont le plus augmenté sont toutes passées aux écologistes ou à gauche, alors que les villes où les prix ont baissé sont passées assez souvent de gauche à droite. Et d'ailleurs, souvent, ces villes-là, ce sont les villes fracassées par la désindustrialisation, qui ont vu leur habitat se dégrader. C'est là qu'on trouve les passoires énergétiques, donc des maisons plus difficiles à vendre. En fait, les gens s'en rendent pas compte, mais ce qui constitue leur seul patrimoine a parfois perdu la moitié de sa valeur. Ces pavillons, vous savez, construits entre les années 60, les années 80. Alors, le problème, c'est qu'ils s'en apercevront quand ils auront besoin de vendre, soit qu'ils aient perdu leur emploi, soit qu'ils doivent payer la maison de retraite, et là, il sera trop tard. On se prépare des drames. Et l'État ne fait rien, ne peut rien faire ? D'abord, si vous trouvez un volet logement dans le programme du gouvernement, vous le signalez. Oui. En général, c'est Bercy, le ministère des Finances, qui gère ça. C'est-à-dire qu'on réduit le logement à la fiscalité. Alors que la seule politique à mener, c'est une politique d'aménagement du territoire pour rendre certaines villes moyennes, certains territoires de nouveau attractifs. Notre journaliste qui a fait l'enquête, Mathias Stepo, insiste sur un point. La génération du baby-boom est à 75% propriétaire. Ces gens vont, pour certains, s'apercevoir très bientôt que leur logement, leur patrimoine ne vaut plus rien. Et il alerte, la prochaine révolte de type gilet jaune pourrait partir de là. Oui, autre inégalité, avec des villes évidemment où ça a flambé et d'autres où ça s'est écroulé. Je crois que la ville où c'est le moins cher effectivement en France, ça s'est écroulé, c'est Saint-Étienne, il me semble bien. Merci, c'est à lire dans Marianne. Très bon dossier. Merci Natacha Polony, comme chaque vendredi, et à vendredi prochain Natacha.